de chance. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Petit peu de chance dans la main. Ça me fait peur du lendemain. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Que j'en pense. Quelle importance. C'est fou ce que j'aime ta ligne de hanche. Ta ligne de hanche. Ma ligne de chance. J'aime la caresser de mes mains. Ta ligne de hanche. Ma ligne de chance. C'est une fleur dans mon jardin. Auditeurs de Tranche de vie, vous tous qui venez parler de votre métier, de vos passions, de vos rêves, dans cette émission, vous êtes des gens intéressants. Mais aujourd'hui, la personne qui a accepté de nous parler est particulièrement intéressante. Est-ce que c'est un moraliste ? Est-ce que c'est un juriste ? Est-ce que c'est un comédien ? En tout cas, même si on ne sait pas trop par quel bout le prendre, il a sans doute des choses passionnantes à nous dire. Alain Brécy, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et merci, c'est moi qui suis dans l'embarras parce que je ne sais pas ce que je vais vous raconter. Il y a tellement de choses à dire, tant de choses à voir sur les grands boulevards. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Et d'abord, comment avez-vous réussi la gageure d'être à la fois, puisque c'est une des choses que je sais sur vous, juriste et comédien ? Moi, je pense que ma mère, qui était enseignante en français, latin, grec, qui faisait beaucoup de théâtre grec avec ses élèves, et mon père, qui éditait des livres d'art avec des graveurs pour chacune de ses éditions, avec des textes anciens, ça a dû un petit peu façonner le personnage, mais il a été rattrapé par ses basques, si j'ai pu dire, puisqu'il s'est plongé dans le noir de l'âme en faisant du droit. Mais mon démarrage, c'était quand même la musique, le saxophone, et c'était le théâtre que j'ai appris d'abord au théâtre amateur, et puis ensuite sous la férule du papa de Juliette Binoche au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Alors, vous avez fait du droit en abandonnant vos pulsions artistiques ou en les laissant de côté un petit moment. Est-ce que c'était par désir de mieux connaître l'âme humaine ou est-ce que c'était simplement alimentaire ? Non, je crois qu'il y a dû y avoir une réponse à l'autoritarisme de mon père, mais j'ai pris des chemins de traverse, puisqu'en même temps que je faisais du droit, j'étais à la faculté de lettres, j'ai fait un petit peu de sociaux, et puis après, j'étais en ethno. Donc j'ai fait un pied de nez au conformisme paternel dès l'origine. Voilà. Vous vous livrez à des explorations sur la périphérie du droit. Alors, vous êtes devenu juge d'instruction ? Disons que ça n'est pas la fonction que je souhaitais. Je voulais faire juge de paix, c'est-à-dire celui qui, dans les campagnes, apaise les conflits. Et puis, au sortir de l'école de la magistrature, tous les postes étaient dans le nord et dans l'est. Et à l'époque, j'avais cette phobie culturelle de penser que le nord était une mauvaise chose. J'ai changé depuis. Et j'ai pris le poste qui se présentait, et qui malheureusement d'ailleurs, pour moi, était le plus proche de chez moi, c'est-à-dire à Périgueux. Et j'ai pris l'instruction et j'ai pris ensuite un sacré plaisir parce que le juge d'instruction est un magistrat qui, comme on le lit, est instruit, c'est-à-dire qu'il cherche la vérité, qu'il peut être aidé par des policiers ou des gendarmes, mais qu'il peut être également aidé par des experts de tous horizons. Et c'est ainsi que, par hasard, est né le premier dossier français dit des veaux aux hormones qui a commencé dans cette bonne ville de Périgueux, tout simplement parce qu'un vétérinaire félon est venu un jour m'apporter un petit flacon de ce produit interdit, et ensuite ça a tout déclenché. Donc l'instruction, c'est vraiment l'endroit de la société où l'on voit le réel et le droit en train de se faire. Alors justement, moi je suis frappé, et après bien d'autres aussi, par le fait que
les gens qui font de longues études dans des secteurs très spécialisés ont souvent une propension à prendre des chemins de traverse pour faire autre chose qui semble les attirer plus et qui leur permet de profiter de l'expérience qu'ils ont eue du spectacle, de la vie, de l'âme humaine. Je pense par exemple aux médecins qui font de la littérature, et je pense naturellement à vous qui, de votre expérience de juriste, êtes parti plus tard, ou êtes revenu plus tard vers le théâtre. Alors, je crois que ce que vous dites est vrai pour beaucoup de professions. Malheureusement, en ce qui concerne les juges, je me sens bien isolé lorsque je fais ce que je suis en train de réaliser. D'ailleurs, mes collègues ne viennent pas à mes spectacles, loin de là. Et puis, ceux qui sortent des rangs se servent de leur métier, font des romans, font de la poésie, enfin, se servent de l'antiterrorisme. Et j'en ai deux dans la tête. L'un a voulu faire de la politique, l'autre, il fait la une des médias. Mon Dieu, pour quel résultat? Parce que ni l'un ni l'autre ne parlent de droit et de liberté, et ni l'un ni l'autre ne se servent de ce qu'ils ont appris pour être pédagogue avec la société. Donc je ne suis pas de cela. Nous avons bien compris, je crois, et de même qu'il y a des médecins mondains, il y a des juges mondains. Tout à fait. Vous n'en faites pas partie. Qu'est-ce que vous a apporté, alors, en plus de cette expérience de l'âme humaine, votre expérience de juge? Disons que dans tous les postes que j'ai eus, du nord au sud de la France, j'ai mis à profit mes connaissances et du droit, mais également de la société, pour intervenir sur des secteurs tout à fait divers, comme par exemple le droit pénal de l'environnement quand j'étais à Bordeaux, comment accueillir des malades mentaux dont on ferme le lit d'hôpital pour les mettre en ville, comment culturellement on peut les accueillir, comment on peut rêver la détention et l'art, c'était à La Rochelle avec le Festival du film, comment on peut réfléchir à allier médecine et application des peines. Par exemple, à Pau, j'ai monté un spectacle pour la communauté d'Emmaüs, qui est la plus grande de France. Ils ouvraient une énorme déchetterie intercommunale. Et pour l'inaugurer, ils voulaient un spectacle. Et donc, j'ai fait un spectacle qui s'appelait Sonatine pour un déchet, qui a été joué par les compagnons. Voilà, c'est ma contribution. C'est ma contribution, pardon, mais c'est également ma contradiction. C'est vrai que je ne peux pas séparer le droit de la culture. Et faire un fossé entre les deux serait, à mon avis, attentatoire au bien vivre ensemble. D'après ce que vous venez de nous dire, vous ne pouvez pas non plus séparer le droit de l'action. C'est-à-dire de vous engager dans ce qui peut être de véritables combats. Alors c'est vrai que je reproche beaucoup aux juges de rester dans leur tour d'ivoire. En réalité, les seuls qui sont obligés ou qui peuvent parler, ce sont les représentants du parquet, les procureurs qui font des longs communiqués. Vous avez tous en mémoire le procureur de Paris parlant des attentats du Bataclan et de Belgique. Mais il y a un autre magistrat dans les départements qui s'appelle le président du tribunal de grande instance. Et lui, on ne le voit que rarement, on ne l'entend que rarement. Et pourtant à jouer le rôle de la muette, la justice peut-être pourrait le devenir complètement. Donc pour moi, droit et action sont complètement liés, c'est la même branche. Je dirais même que le droit c'est de la poétique au sens où poietes ça veut dire je fais, je réalise, je construis. Donc le droit, pour moi, n'est pas une discipline abstraite de l'esprit. C'est là où on voudrait d'ailleurs la cantonner pour la ridiculiser, ou en tout cas pour la mépriser, pour la tenir à distance. Non, le droit fait partie de notre vie de tous les jours, et c'est justement parce que j'ai constaté depuis ce tragique XXIe siècle que les citoyens étaient
éloigné de ce droit que je suis entré en colère et, je peux le dire, en résistance. Alors, vous parliez tout à l'heure de juges qui étaient trop dans le siècle, puis ensuite de magistrats qui, au contraire, ne s'impliquaient pas suffisamment. Est-ce que le juste équilibre que vous recherchez, l'institution judiciaire telle qu'elle fonctionne ou telle que vous l'avez vu fonctionner jusqu'à ce que vous vous retiriez, vous a satisfait sur ce plan-là? Absolument pas. Je constate que depuis que je suis juge, il n'y a aucune réflexion sur la justice dans quelque partie que ce soit. Il n'y a aucune loi programme, il n'y a aucune réflexion en concertation avec le public, aucune analyse de ce qu'est la détention, les conditions de détention. Je signale qu'on est toujours condamné par la Cour de justice européenne. Et donc, on traite la justice au cas par cas et l'on fait des règles qui changent tous les 6 mois depuis bientôt 10 ans. Les juges en sont réduits à regarder leur Internet pour savoir si la loi n'a pas changé dans la nuit. Dans le même temps, on a modifié la donne. Il y a des juges qu'on ne remplace pas, des moyens en greffier qui ne sont pas donnés. Et on demande de plus en plus à un système qui est complètement à bout. Et plus il est à bout, plus le public se met à le détester parce qu'il n'a pas les réponses qu'il a. Un tout petit exemple, j'avais dans mon passé rencontré des magistrats allemands à qui je proposais d'adapter des suivis de gens condamnés qui sont des transfrontaliers, des Français qui vont travailler en Allemagne et vice-versa. Est-ce que les juges allemands accepteraient de suivre? Et donc, ils m'ont dit, oui, nous, on ne serait pas contre sur le principe, mais chers collègues, ne vous vexez pas, mais nous n'avons pas confiance dans vos jugements correctionnels. Alors là, c'était l'oukase, c'était la dépêche d'Ems, c'était vraiment la carte 14-18 ressuscitée. Eh bien, ils m'ont dit, mais écoutez, quand vous arrivez à l'audience correctionnelle en France à 13h, et que cela se termine à minuit, à 1h, à 2h du matin, que 40 personnes sont passées dans un brouhaha informe, inaudible, incohérent en tout cas en ce qui concerne le public, comment peut-on penser que vos jugements, les uns après les autres, enfilés comme dans une chaîne à l'abattoir, ont les qualités requises pour penser qu'ils sont justes et équitables? Nous avons des doutes, venez nous voir. Je suis allé les voir et j'avoue que j'ai eu honte. Pourtant, il y a des gens qui se préoccupent du problème de la détention que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a un observatoire de la détention, il y a des personnes apparemment compétentes et en tout cas très impliquées qui regardent de près effectivement ce problème de la détention qui, pour n'importe qui, même pour de non-spécialistes, constitue quelque chose quand même qui interroge. Eh bien oui, mais l'Observatoire, c'est un organisme qui est quand même très, très éloigné du pouvoir, et même M. Toubon, qui s'occupe des droits, a beau critiquer, rien ne vient. Non, je vais me faire des ennemis. Allez, j'ai envie. Il y a une icône en France qui s'appelle Taubira. On l'aime, on l'adore, elle a un talent fou, elle est merveilleuse, elle a une voix, elle retourne son auditoire de manière extraordinaire. Qu'a-t-elle fait pour la justice? Qu'a-t-elle fait pour l'incarcération et pour les conditions de détention? Eh bien, je vais répondre, rien de rien. Oui, mes chers amis, elle n'avait pas les moyens. Et quand on n'a pas les moyens, on le dit haut et fort, et on s'en va. Ça, c'est une conviction. Mais elle a fait, comme tous les ministres de la Justice, elle est restée gérant les affaires, de temps en temps une saute d'humeur qui plaisait à tout le monde, à la gauche, à la droite réunie, je ne sais pas, mais en tout cas, la réalité du juge et la réalité du citoyen, du justiciable, c'est que rien n'a changé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de réflexion. Et c'est vrai qu'on n'était peut-être pas sous un gouvernement de gauche, donc peut-être dans ce cadre-là avait-elle raison. Est-ce que quittons la mémoire de Madame Taubira, puisque actuellement elle est partie et comme on le sait, loin des yeux, loin du cœur, donc elle disparaîtra progressivement. Mais est-ce qu'il y a des ministres de la Justice
dont l'action vous a paru satisfaisante dans la durée de votre exercice? Je vais être cruel, aucun. Parce que la justice n'a jamais été à l'ordre du jour dans n'importe quel parti. Le seul, peut-être, qui a eu une réflexion, et ça va être assez extraordinaire ce que je vais dire, ça a été sous le général de Gaulle, où il y a eu des impulsions, curieusement, qui viennent du temps du Conseil national de la résistance. Et au moins là, il y a eu des petites choses, même. Je ne juge pas de Gaulle sur sa période 58, mais il y a eu des modifications. Mais pour le reste, franchement, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Pourvu qu'il n'y ait pas de vague, eh bien, on continue comme de rien n'était. D'ailleurs, dans son discours d'investiture, M. Urvoas a dit que son but n'était pas de révolutionner la justice, il allait régler les affaires. Voilà comment il s'est exprimé. Eh bien, tous les ministres qui se succèdent sont dans cette vocation-là. C'est ainsi que notre justice française n'est pas moderne. Est-ce que cette pression des événements continuels, aujourd'hui la pression du terrorisme, qui est quand même une réalité, permet un climat favorable à une réflexion qui pourrait conduire, toutes choses égales d'ailleurs, à une modification de notre système judiciaire pour le mieux? Alors, justement, je crois qu'on touche la plaie, parce que le dernier texte, en tout cas celui sur l'état d'urgence, qui a été voté dans la précipitation, pouvait faire penser qu'on allait s'intéresser qu'aux terroristes. Et quelle n'a pas été notre surprise, en fait. Si on avait lu les textes, on aurait bien compris qu'il y avait un mensonge. L'application de ce texte a d'abord visé des petits écologistes, notamment ceux de Dordogne, qui avaient un casier judiciaire vierge, qui n'avaient rien à se reprocher, et que l'on a assimilé à nos grands barbus. Voilà un mensonge. Et ça, c'est une chose. Mais le gouvernement en place a fait voter des réformes du Code de procédure pénale qui donne au procureur de la République des pouvoirs conséquents. Eh bien, qu'est un citoyen devant un procureur de la République? Un simple pot de terre, cher monsieur, un simple pot de terre. Donc, je crois qu'il est essentiel aujourd'hui de revenir à cette analyse. Qu'est-ce qu'est le droit? Oui, le droit, c'est le garant de la liberté. Et qui garantit cette liberté? C'est la justice. Donc, au fond, après avoir créé ce spectacle qui s'appelle Le droit se meurt, où je constate que depuis 2007, un certain nombre de nos droits du quotidien sont siphonnés par les gouvernants, non pas qu'ils soient supprimés des codes, mais le citoyen n'a plus accès à la justice pour les faire respecter. Eh bien, après avoir constaté ça, eh bien, on constate maintenant que les pouvoirs en place s'intéressent à priver les citoyens d'autres droits beaucoup plus fondamentaux. Et c'est pour ça que l'ONG Anticorps est venue me chercher, ONG Anticorps qui s'occupe de la corruption et de l'éthique en politique, pour essayer d'avoir une réflexion au niveau de ce département sur quelle pédagogie du droit pouvons-nous avoir. Et je constate que c'est d'abord le premier mot, c'est le mot démocratie qui me sort de la bouche, et je constate, comme le font tous les abstentionnistes, comme le font tous les gens qui vont voter à l'extrême, et comme le font tous les anxieux, eh bien, je constate que nos représentants ne nous représentent plus ou nous représentent mal. Et que surtout, ils ne rendent pas des comptes, ils ne tiennent pas informés, sauf ceux qui font des petits bloguinettes. Bon, je ne veux pas médire, mais tout de même, ça ne va pas bien loin. On ne rend pas de compte. Et donc, cette haine de la politique, qui est en train de sourdre, de monter, eh bien, je crois que c'est avec la pédagogie du droit et de la liberté que nous allons pouvoir la combattre. Et Anticorps va s'offrir le luxe de rechercher dans ce département quelles sont
les magistrats communaux qui usent et peut-être abusent de leur pouvoir, comme s'ils étaient des petits barons. Et nous sommes saisis d'ailleurs à Anticor d'un certain nombre de plaintes dans des communes moyennes, petites, où des maires décident sans partage de décision, en endettant la commune pour des années-lumière, sans que la démocratie ne puisse s'effectuer. Eh bien, ça crée le dégoût de la politique. Ça commence par là. Ça commence par les petits ruisseaux, les petites campagnes, les petits cantons. Et donc, ces plaintes, nous allons les recevoir et puis on va les travailler. Et ensuite, nous allons communiquer. Est-ce que vous pouvez, puisque là c'est une merveilleuse transition là, que vous êtes en train de faire vers vos autres activités, nous dire un petit peu l'origine d'Anticor, comment cette association fonctionne et avec qui ? Alors, Anticor a été créé par des magistrats au soir du deuxième tour des élections de 2002, puisque apparaissait l'idée qu'un mouvement extrême était en passe de prendre le pouvoir tôt ou tard. En tout cas, assez tôt en ce qui concerne le territorial, le local, et puis peut-être à moyen ou court terme en ce qui concerne le national. Et donc, ils ont réfléchi aux raisons de la colère des Français. Alors, un bon magistrat qu'ils sont, ils ont tout de suite pensé à l'infraction, aux fautes pénales qui sont la corruption, c'est-à-dire le fait que l'argent public soit détourné et que nous nous appauvrissions alors que certains s'enrichissaient. Donc, ils ont créé cet organisme qui s'appelle Anticor, de anticorruption. Et plus tard, ils y rajouteront l'éthique en politique parce qu'ils ont constaté que les élus avaient des privilèges qui n'étaient pas loin de ceux d'avant la Révolution, des privilèges d'argent, on ne rend pas de compte, on cumule des mandats, on cumule des fonctions, certains ont 7, 8, 9, 10 fonctions, il y a des élus de la nation qui ont le Guinness du record. Et donc, je suis désolé, mais peut-on être, vous allez voir à qui je m'adresse, peut-on être président d'un conseil général et député ? Je le dis, non. Je réponds non à la majorité des voix, parce que l'une et l'autre de ces fonctions sont tellement accaparantes qu'on ne peut pas cumuler. Donc, il est temps que tout de suite, on applique cette règle de manière à ce que les élus donnent envie. C'est un mot terrible en politique, ça. Est-ce que l'association Anticor est une association nationale ? Alors, elle est nationale, bien sûr, elle est nationale, et donc il y a un conseil d'administration, et les départements n'ont pas de personnalité morale. Nous, on nous appelle des référents, et il y a un groupe informel qui travaille sous le contrôle, évidemment, de Paris. Mais vous avez raison, effectivement, au début, ce n'est que la corruption qui a été mise en avant. Mais ensuite, à la réflexion, on voit bien que dans la colère des gens, il n'y a pas que la corruption. Un exemple, lorsque le maire de Villeneuve-sur-Lot a dû reconnaître qu'il avait un compte en Suisse, bien qu'il ait nié formellement dans les yeux de la nation. Eh bien, au fond, les gens de Villeneuve-sur-Lot qui ont été sondés auraient bien redonné un deuxième mandat de maire à cet individu-là. Excusez-moi, j'allais dire délinquant, je retire ce terme, mais enfin, cet individu-là. Donc on sait que la corruption n'est pas forcément quelque chose que les Français mettent en avant pour condamner un système. Mais et vous mettez ça sur le compte de notre caractère latin, si on nous compare par exemple aux pays scandinaves ? Ouais, je pense qu'il y a un petit peu de ça effectivement. On est quand même très très latin, donc c'est un petit peu comme cet ancien ministre qui a été pris, j'allais dire la main dans le sac, c'est un mauvais jeu de mots, mais qui a fini entre deux policiers new-yorkais. Au fond, les Français avaient envie d'en rire. Ah, c'est une affaire de sexe, c'est bien le. Là, on est loin quand même de la corruption.
Tout à fait, mais c'est l'esprit latin qui se manifeste là. Au fond, beaucoup de Français ont pensé que c'était de la gaudriole et que ça ne méritait pas. Vous voulez dire qu'on a une certaine tolérance, enfin une morale qui est volontiers élastique s'agissant des hommes politiques. Tout à fait. Mais les choses ont changé puisqu'elles sont en train de s'aggraver. Et donc maintenant, cette colère qui monte des votes extrêmes, mais également la présence, comment dirais-je, persistante des abstentionnistes, nous font penser qu'il y a d'autres choses qui sont en ligne de compte. C'est l'absence de démocratie. Et c'est le fait que ces gens-là n'ont pas envie de ce système. Ils n'ont pas envie. Envie, c'est un terme absolument banni des politiques, ça, banni même du droit. L'envie, ça n'existe pas, monsieur. Si ce n'est que les révolutionnaires se sont servis de ce mot en parlant du bonheur et que les résistants du CNR ont parlé d'un peuple heureux, les jours heureux. Donc nous, on est en train de revenir à cette notion et de donner envie aux abstentionnistes de venir s'engager à peut-être voter pour des candidats qui parleraient de non-cumul des mandats, par exemple. Alain Brécy, est-ce que, malheureusement, le temps passe tellement vite à vous écouter, est-ce qu'en 2 minutes, en quelques minutes, vous pouvez à la fois nous revenir sur votre spectacle, très vite, et nous dire quel est votre état d'esprit de moraliste aujourd'hui devant le monde contemporain? Est-ce que vraiment, tout à l'heure, vous étiez très sombre? Est-ce que vous l'êtes complètement? Non, je ne le suis pas parce que je suis encore en capacité de rire. Et d'ailleurs, le spectacle que j'ai monté il y a maintenant 5 ans, j'étais encore juge, qui s'intitule « Le droit se meurt », raconte bien, il raconte comment l'État nous pique des droits, mais comme c'était difficile de le comprendre, j'ai utilisé la forme théâtrale avec sa magie, son caractère ludique, et puis j'ai fait apparaître un personnage que l'on utilisait beaucoup dans les fabliaux du Moyen-Âge, où les animaux parlaient à la place des humains, comme le fit d'ailleurs La Fontaine après les fabliaux. J'ai introduit cette belle notion du blaireau. Vous savez, cet animal dont on utilise le nom pour dire qu'il s'agit d'un ringard, d'un has-been. C'est un type qui est blaireau, il est habillé blaireau, c'est une soirée blaireau. Et quand on se penche sur l'existence de cet animal, on se rend compte que c'est le contraire même, et qu'un humoriste qui s'appelle Alphonse Allais a écrit sur lui une pièce qui s'appelle Ni vu ni connu, où il tient le rôle de maître résistant. Et donc je dis aux Français, ne vous prenez pas pour des blaireaux, venez résister avec cette robe noire et blanche qu'a le blaireau. C'est le message rigolo de mon spectacle, parce que moi j'ai envie de me fendre la pêche. Et sur l'avenir du monde? L'avenir, il est derrière nous, hein, monsieur. C'est ce que j'aurais envie de dire. Oui, c'est du passé en préparation, bien sûr. Non, mais il y a 2 choses. Il y a cette merveilleuse chanson de Georges Brassens, que j'adore, où il symbolise le Christ qui est en croix et qui regarde les gens et les professeurs Nimbus qui se sont mis à frapper les cieux d'alignement, et il dit merde, j'aimerais bien qu'on me décroche parce que j'ai bien peur que la fin du monde soit bien triste. Eh bien, vous voyez ce côté gaudriole et métaphysique de Brassens, je l'assume complètement, et j'ai vraiment envie de rire à la face du monde, ça c'est sûr. Alain Brécy, merci de ces coups de fer rouge et de ces franches rigolades. Merci, au revoir. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.